Ça me fait plaisir d'être ici, puis d'aborder avec vous certains résultats de recherche sur les parcours différenciés et les facteurs de résilience chez les jeunes qui sont victimes d'agressions sexuelles. C'est des travaux que j'ai réalisés en collaboration avec Laetitia Mélissande Amadé, candidate au doctorat qui est ici, et Martin Blais du département de sexologie. Alors, on a vu ce matin, on entend parler d'agressions sexuelles. Pour plusieurs d'entre vous, vous êtes des jeunes étudiantes qui commençaient, puis pour d'autres chercheurs comme nous, ça fait un peu plus longtemps qu'on est dans le domaine, fait qu'on peut avoir vu quand même l'évolution. C'est sûr que si on regarde dans les 30 dernières années, on a quand même appris beaucoup sur les conséquences d'agressions sexuelles. C'est sûr qu'on en sait beaucoup plus sur les adultes qui ont été victimes au cours de leur enfance que sur les enfants eux-mêmes. Mais quand même, on a appris beaucoup de choses. Puis s'il y a une chose à retenir, c'est que les conséquences sont très diversifiées. Puis les enfants ont des profils très différents les uns des autres. Puis entre autres, ça peut tenir compte de différents facteurs qui peuvent expliquer pourquoi il y a autant de variabilité. D'abord, naturellement, les caractéristiques de l'agression sexuelle elle-même, comme qu'est-ce qui s'est passé exactement en termes de qui était impliqué, la relation donc avec l'agresseur, ou même la durée de l'agression sexuelle. Ce sont des facteurs qui ont été proposés comme pouvant peut-être expliquer l'intensité des conséquences. En même temps, la littérature nous indique que ces variables-là sont importantes, mais ils n'expliquent pas tout. Puis peut-être que c'est mieux de considérer plus la notion de trauma complexe, donc de considérer davantage si les enfants ont vécu de multiples traumas et s'ils ont vécu des agressions, par exemple, qui ont débuté lorsqu'ils étaient très jeunes, qui ont été de nature chronique et qui impliquaient une personne très proche, donc par exemple un donneur de soins. Alors, c'est peut-être cette constellation-là de ce qu'on appelle trauma multiple qui est plus déterminante pour prédire les conséquences qu'il va avoir. Parmi les autres variables qui vont aussi influencer les profils, il y a naturellement toutes les variables qu'on peut appeler individuelles ou les facteurs personnels, les stratégies d'adaptation des enfants, les attributions par rapport au sentiment d'avoir été responsable ou les sentiments de culpabilité. Il y a aussi naturellement toutes les variables familiales, le soutien de la part des parents non agresseurs, la qualité de l'environnement familial et aussi naturellement toutes des variables environnementales, que ce soit dans la communauté, le quartier, mais aussi toutes les ressources qui sont disponibles pour aider l'enfant une fois que le dévoilement de l'agression sexuelle est fait. Alors, ce sont des variables qui vont donc influencer un peu les profils qu'on va trouver. Jusqu'à maintenant, dans les études, si on regarde dans les 30 dernières années, les études ont surtout utilisé ce qu'on appelle une approche centrée sur les variables. C'est-à-dire qu'on essaie de regarder une variable, puis on essaie de voir est-ce que cette variable-là, comme le soutien d'un parent non agresseur, peut prédire l'ajustement des enfants, puis on regarde un peu la moyenne des groupes. Donc, est-ce que cette variable-là, globalement, influence la moyenne d'un groupe? Mais c'est peut-être plus intéressant d'utiliser des approches qu'on appelle centrées sur la personne. Donc, c'est des analyses un peu statistiques qui vont davantage aller chercher la diversité des profils. Donc, des analyses qui vont nous permettre d'aller voir est-ce qu'on peut identifier des sous-groupes homogènes, mais distincts les uns des autres. Autrement dit, est-ce qu'on aurait comme des profils d'enfants pour lesquels, dans chacun de ces profils-là, il y aurait comme une constellation de symptômes, mais peut-être aussi une constellation de facteurs de protection qui pourraient expliquer l'ampleur des difficultés rapportées. Fait que dans ce contexte-là, c'est un peu l'analyse qu'on a utilisée pour mener deux études, une qui s'appelle le projet TRAGE et l'autre le projet PAGE. Comme vous pouvez voir, on essaie d'être très originaux dans nos acronymes. Alors, le premier projet, Trajectoire de développement chez les jeunes, c'est une étude qui est financée par les Instituts de recherche en santé du Canada depuis 2010. Alors, c'est une étude qui implique un échantillon clinique. Donc, ce sont des enfants victimes d'agressions sexuelles qui consultent des centres d'intervention spécialisés au Québec. Alors, on a 842 enfants qu'on a pu voir âgés de 6 à 12 ans. Comme vous pouvez voir, il y a davantage de filles que de garçons, ce qui reflète en fait les prévalences de l'agression sexuelle. Alors, les centres avec lesquels on collabore en étroite collaboration depuis plusieurs années, Fondation Marie-Vincent, la clinique de pédiatrie socio-juridique de l'hôpital Sainte-Justine, le Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille, le CIAF à Gatineau, l'organisme Parents Unis et le Centre jeunesse Mauricie, Centre du Québec. Ce qui est particulier dans l'étude qu'on a pu réaliser, c'est que ça a été possible pour nous de faire un suivi
un an plus tard. Fait que ça nous a permis d'aller voir est-ce que les profils qu'on a identifiés se maintiennent un an plus tard. Alors, c'est une collecte de données qui est toujours en cours. Pour faire nos analyses, on s'est inspiré un peu, on a voulu aller tester justement la conceptualisation de ce qu'on appelle le trauma multiple, qui en fait vient à proposer que pour certains enfants, les symptômes de stress post-traumatique qu'on retrouve, par exemple l'hypervigilance, l'évitement, l'hyperéveil ou la réexpérimentation de l'événement traumatique, pour certains auteurs, ça ne suffit pas pour qualifier les répercussions chez les enfants, surtout lorsque les enfants ont vécu des traumas en bas âge, qui sont accompagnés de différentes formes de maltraitance et qui impliquent une personne proche comme un donneur de soins. Fait que dans la conception de traumas multiples, l'atteinte, si on veut, pour les victimes, irait à chercher différents domaines de développement. Donc, il y aurait comme une altération au niveau de la cognition, au niveau de la régulation des émotions, au niveau des relations sociales, au niveau des capacités d'attachement. Fait que ce qu'on a voulu faire pour dériver les profils, c'est d'avoir des indicateurs de ces 8 domaines d'atteinte-là. Alors, soit par des mesures qui ont été complétées par les parents, ou encore par des mesures qui ont été complétées directement par l'enfant, mais on a donc tenu compte de ces 8 domaines d'atteinte-là possibles. Alors, on a roulé une analyse de classe latente qui nous a identifié, en fait, 3 profils différents. Quand vous regardez sur ce graphique-là, les scores les plus élevés, les scores, la ligne en haut indique davantage de difficultés. Alors, on voit, par exemple, que dans le premier profil, identifié par la ligne orange, il y a 27 % des enfants qui se retrouvent dans ce sous-groupe-là. Alors, ce sous-groupe-là, c'est le sous-groupe qui a davantage de difficultés sur tous les domaines qu'on a évalués, que ce soit les symptômes de stress post-traumatique plus classiques, c'est-à-dire évitement, réexpérimentation, hypervigilance, mais aussi sur les autres domaines, notamment au niveau de la dissociation ou des difficultés au niveau de la régulation des émotions, qui est évalué ici par exemple, la colère. On voit que cette distinction-là est quand même importante parce que ça veut dire que ces enfants-là sont ceux qui ont davantage de difficultés. Le deuxième profil qu'on a identifié regroupe environ 40 % des enfants, qui sont représentés ici par la ligne bleue. Ici, nous autres, on les a qualifiés, si on peut dire, des enfants qui présentent des symptômes de stress post-traumatique classiques, mais pour qui les domaines dans les autres sphères de fonctionnement sont moins importantes. Et finalement, notre troisième groupe, qu'on a nommé le groupe résilient, est constitué de 32 % de l'échantillon. Alors ici, on voit que pour ces enfants-là, les résultats sont beaucoup moins élevés. Donc, ces enfants-là ont beaucoup moins de difficultés que, par exemple, les enfants qui sont classés dans le premier groupe de trauma complexe. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a, par exemple, les enfants qui sont dans le groupe qu'on a nommé trauma complexe ont davantage de difficultés sur toutes les sous-échelles considérées par rapport aux autres sous-groupes, sauf pour 2 aspects. Celui qui évalue l'attachement à la figure paternelle et l'attachement à la figure maternelle. Ça peut peut-être paraître un peu surprenant parce qu'on pourrait penser qu'il devrait avoir une atteinte dans ces sphères-là, mais en même temps, il faut réaliser que les enfants qu'on voit sont quand même un sous-groupe d'enfants pour lesquels les parents ont sollicité des services ou participent à des services. Fait qu'on a peut-être déjà un échantillon un peu plus homogène en termes de capacité à soutenir l'enfant, ce qui pourrait expliquer pourquoi on n'a pas de différence significative sur cette variable-là. On a voulu vérifier par la suite si notre sous-groupe, par exemple, notre sous-groupe de trauma complexe, est-ce qu'on peut l'identifier, est-ce qu'il se distingue vraiment sur d'autres variables? Et ce qu'on voit, c'est que par rapport au sous-groupe de symptômes de stress post-traumatique plus classiques, il y a davantage de filles qui auraient des difficultés de trauma complexe. Les agressions sexuelles qui sont rapportées sont plus sévères. Le nombre de traumas interpersonnels qu'ils ont vécu, ça veut dire est-ce qu'ils ont vécu en même temps que l'agression sexuelle, est-ce qu'ils ont vécu de la négligence, de l'abus physique, par exemple? C'est plus élevé. Ce sont aussi des enfants qui sont plus susceptibles de rapporter avoir été victimisés par les pères dans la dernière année. Et ce sont des enfants aussi qui rapportent ce qu'on appelle, on a dérivé un score cumulatif de trauma, c'est-à-dire non seulement plus de traumas, mais aussi des traumas qu'on qualifierait davantage de s'apparentant au trauma complexe, c'est-à-dire
plus souvent des enfants qui ont vécu une agression sexuelle avant l'âge de 6 ans, de nature chronique et impliquant une personne, un membre de la famille immédiate. On voit par exemple que les enfants du groupe trauma complexe ne se distinguent pas des enfants résilients en termes de la composition du genre, ni en termes de sévérité de l'agression sexuelle ou du nombre de traumas interpersonnels. Ce qui est en fait pas surprenant parce que ça nous donne une bonne indication que c'est vraiment des enfants résilients puisqu'ils ont vécu des situations aussi sévères que d'autres enfants, mais dans le fond, ils réussissent à avoir un fonctionnement qui est quand même moins affecté, donc une adaptation plus positive. Par contre, il y a une différence au niveau de la victimisation par les pairs. Alors, on pourrait penser que ces enfants-là sont quand même à risque d'être revictimisés, par exemple. Et aussi, lorsqu'on regarde le score cumulatif, c'est-à-dire lorsqu'on considère le fait d'avoir vécu un abus en bas âge perpétré par une figure parentale et de nature chronique, et on a davantage de distinction à cet effet-là. Maintenant, comme je l'ai mentionné, on a pu revoir ces enfants-là 1 an plus tard, et sur le graphique qui est représenté, vous avez en ligne pointillée la situation 1 an plus tard. Lorsqu'on regarde ce graphique-là, il y a quand même une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les enfants, globalement, s'améliorent 1 an plus tard. Alors, on peut penser que, grâce aux services qu'ils ont reçus, ça a réussi à diminuer les symptômes qui sont rapportés. En même temps, dans ce graphique-là, ça nous confirme aussi que notre regroupement, si on veut, notre identification de 3 groupes différents, tient la route parce qu'on voit encore cette distinction-là 1 an plus tard. Fait que nos enfants qui sont classés dans le groupe trauma complexe demeurent ceux qui ont davantage de difficultés. Alors, c'est une première analyse qu'on a pu faire pour essayer d'identifier la diversité des symptômes. On a fait une deuxième analyse, cette fois-ci, avec les données du parcours amoureux des jeunes. Le parcours amoureux des jeunes, c'est une étude qu'on a réalisée auprès d'un échantillon représentatif d'étudiants au Québec, donc plus de 8000 jeunes au secondaire 2, 3, 4 et 5, de 34 écoles différentes. Et dans cet échantillon-là, donc cette fois-ci, on parle d'un échantillon donc, de jeunes et non pas un échantillon clinique. Mais quand même, dans cet échantillon-là, qui était âgé en moyenne de 15 ans, il y a 14,89 % des filles et 3,9 % des garçons qui ont rapporté avoir vécu une situation d'agression sexuelle. Pour faire le lien avec la présentation de ce matin, notre définition d'agression sexuelle impliquait vraiment une agression sexuelle perpétrée par un adulte ou vécue en enfance, mais n'incluait pas les situations de violence perpétrées par un partenaire amoureux. Alors, si on considère la violence sexuelle perpétrée par un partenaire amoureux, les chiffres seraient encore plus élevés que ça. Si on considérait les situations de harcèlement sexuel, nos chiffres aussi augmenteraient de beaucoup. Mais ce qu'on a voulu faire dans cet échantillon-là, c'est encore une fois regarder, est-ce qu'on est capable d'identifier des profils distincts? Puis l'avantage qu'on avait avec l'échantillon PAGE, c'est qu'on avait des personnes qui rapportaient avoir été victimes, mais on avait aussi des personnes qui n'étaient pas victimes. Donc, on pouvait avoir une base de comparaison. Ici, on a voulu aussi davantage, en s'inspirant de l'approche de Christine, de centrer ça davantage sur une approche basée sur la résilience. Fait qu'on a voulu regarder des indicateurs d'adaptation positive. Fait qu'on s'est dit, bien, à 15 ans, quels étaient les indicateurs d'une adaptation positive? On s'est dit quelqu'un qui se sent bien, quelqu'un qui rapporte se sentir bien, une bonne perception de soi, c'est déjà un bon point. Quelqu'un qui dit qu'à l'école, ça va bien, donc il y a un bon rendement scolaire. Quelqu'un qui ne rapporte pas de symptômes de détresse psychologique, donc il y aurait une santé mentale positive. Et quelqu'un aussi qui, dans sa vie amoureuse, ne rapporte pas de violence. Alors, on a donc utilisé ces 4 domaines-là, ces 4 sphères de fonctionnement-là pour dériver des scores d'adaptation et regarder un peu comment les résultats pouvaient se dérouler, comment on pouvait identifier, dans le fond, différentes classes à partir de ces indicateurs-là. Alors, ce qu'on a trouvé, encore une fois, le chiffre 3 semble un chiffre magique. Alors, pour les adolescents, on a retrouvé 3 groupes, donc 3 sous-groupes. Mais quand on met tous ces adolescents-là, sur les 8000 adolescents qu'on a vus, on voit que les personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles, on a 3 profils. Un profil qu'on a appelé profil intériorisé. On va voir tantôt un peu les manifestations de détresse vont effectivement être davantage intériorisées.
un profil extériorisé, à peu près un adolescent sur 3, et 30 qu'on a nommé un profil de résilience. Alors, on va voir pourquoi on a mis ces étiquettes-là sur les sous-groupes. Mais d'abord, comme j'ai mentionné, on avait différentes sphères d'adaptation qu'on a évaluées. Et on avait aussi, naturellement, des enfants, des jeunes adolescents qui n'avaient pas rapporté d'agression sexuelle. Alors, si on regarde comment ces adolescents-là fonctionnent, bien, il y en a 56 qui nous disent qu'à l'école, ça va super bien. Il y en a 73 qui nous disent que dans leur relation amoureuse, ça va super bien, il n'y a pas de violence. Et il y en a 68 qui rapportent avoir une estime positive d'eux-mêmes. Quand on regarde dans notre deuxième groupe, notre groupe profil intériorisé, on voit déjà que ça va peut-être de la même façon au niveau du rendement académique, du rendement scolaire, ça ne change pas tellement pour eux. Mais dans la relation amoureuse, déjà, là, c'est un jeune sur 2 qui dit que ça va bien. Puis au niveau de l'estime de soi, c'est 37 qui rapportent avoir une estime de soi positive. Fait que déjà, on voit qu'il y a une distinction. Lorsqu'on regarde le groupe qu'on a appelé profil extériorisé, les chiffres aussi sont différents du groupe non agressé. Là, on voit 41 rapportent un rendement scolaire positif, seulement 22 rapportent des relations amoureuses sans violence, 41 rapportent une estime de soi positive. Pour identifier notre dernier groupe, c'est notre groupe résilient. Alors, si on se dit qu'on les qualifie de résilients, il faut qu'on vérifie est-ce qu'ils fonctionnent aussi bien, est-ce qu'ils rapportent que ça va aussi bien que des jeunes qui n'ont pas vécu d'agression sexuelle. Et la réponse, c'est oui, parce que 61 rapportent un bon rendement scolaire, 64 rapportent que ça va bien dans la relation amoureuse et qu'il n'y a pas de relation de violence, et 77 rapportent une estime de soi positive. Pour notre dernier critère, donc au niveau de la santé mentale, ici, encore une fois, on parle d'adaptation positive. Alors, les chiffres que vous avez sont des chiffres d'absence de détresse. Alors, chez le groupe d'adolescents qui n'a pas vécu d'agression sexuelle, 71 rapportent ne pas avoir de détresse psychologique, 91 rapportent ne pas avoir de symptômes de stress post-traumatique, 53 absence de comportement extériorisé. Il faut quand même se rappeler que c'est l'adolescence. Alors, il y avait certains comportements qui sont plus typiques de cette période-là. 79 rapportent absence de consommation abusive d'alcool ou de drogue. Lorsqu'on regarde les résultats pour notre profil intériorisé, on voit qu'il y a des distinctions importantes. Alors, il y a seulement 14 des jeunes dans le groupe intériorisé qui rapportent ne pas avoir de détresse psychologique, 59 absence de symptômes de stress post-traumatique, 31 absence de comportement extériorisé et 96 rapportent absence de consommation abusive. Dans le profil extériorisé, comme on peut s'y attendre, les résultats qui sont présentés nous indiquent que il y a vraiment le titre extériorisé définit bien leur façon de s'adapter, parce qu'il y a vraiment seulement 7 qui n'ont pas de comportement extériorisé et 14 qui ne rapportent pas de consommation abusive d'alcool et de drogue. Mais ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est d'aller vérifier au niveau du groupe qu'on a nommé résilient. Alors, on voit que les chiffres sont assez éloquents. 92 ne rapportent absence de détresse psychologique, même proportion absence de symptômes de stress post-traumatique. Et pour absence de comportement extériorisé, ça tombe à 54, ce qui est assez similaire au groupe de non-victimes, et 72 pour absence de consommation abusive. Alors donc, on peut être assez assuré que pour les adolescents qui ont vécu une situation d'agression sexuelle pendant l'enfance, il y a quand même 30 des enfants qui réussissent à bien s'en tirer. Ça donne un peu d'espoir, comme quoi c'est possible de surmonter cette épreuve-là. On a essayé d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait de différent. Ces jeunes-là, quels sont les facteurs de protection qui peuvent être en place, qui peuvent expliquer cette résilience-là? Alors, on a comparé donc les jeunes du profil résilient aux autres profils. Alors, on voit que les jeunes du profil résilient, par exemple, ont moins de difficultés d'alexithymie. Ça veut dire qu'ils ont moins de difficultés. L'alexithymie, c'est un peu avoir la difficulté à reconnaître et à nommer ses émotions. Lorsqu'on les compare aux deux autres profils, les jeunes du profil résilient ont une meilleure régulation des émotions. Ils utilisent moins souvent du coping d'évitement, dans le fond, du coping qui est inefficace pour gérer les situations, les défis rencontrés.
Ils ont aussi moins de coping centré sur les émotions, c'est-à-dire faire des crises de colère, des choses comme ça par rapport au profil intériorisé. Et ce sont des jeunes qui rapportent davantage de résilience en termes de capacité à s'adapter à des changements, qui rapportent aussi avoir un plus haut niveau d'optimisme, et aussi que c'est des enfants qui ont davantage de garçons, ce qui est un résultat un peu surprenant dans le groupe de résilience. On s'est rendu compte qu'il y avait davantage de garçons. Alors ça, ce sont des éléments distinctifs qui peuvent être comme des variables un peu plus individuelles. Lorsqu'on regarde au niveau des variables familiales ou extrafamiliales, ce qu'on se rend compte, c'est que par rapport aux autres profils, les jeunes adolescents du profil de résilience ont davantage de supervision parentale que les jeunes du profil extériorisé, ont davantage de soutien maternel, ont davantage de soutien paternel comparativement aux deux autres sous-groupes, davantage de soutien de la fratrie et davantage de soutien des amis, notamment lorsqu'on les compare aux jeunes du groupe intériorisé. Un élément aussi important, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait comme une différence au niveau de la religiosité. Alors, la religiosité, c'est une seule question qui était comme dans l'enquête, qui vise à vérifier si la fréquence avec laquelle le jeune assiste à des services religieux, donc à part des funérailles ou des mariages. Alors, c'est une variable qui est beaucoup utilisée dans les enquêtes américaines. Puis honnêtement, dans les enquêtes québécoises, souvent, on passe à côté de cette question-là, mais là, on l'a introduit, puis on se rend compte qu'elle est significative pour cet aspect-là. Ça nous a un petit peu étonnés, mais ça peut aussi traduire un besoin ou un sentiment de communauté, une appartenance à une communauté. Alors, probablement que dans les études futures, il faudrait comme creuser davantage puis aller chercher des variables, des mesures un peu plus raffinées de ces aspects-là. Alors, au niveau donc des faits saillants, ce qu'on peut voir avec ces deux études-là, c'est que dans le fond, les jeunes enfants et les adolescents qui sont victimes d'agressions sexuelles ne composent pas un groupe homogène et qu'il y a des profils différenciés, tant au niveau des échantillons cliniques d'enfants qu'au niveau des échantillons plus de la communauté des adolescents qui sont recrutés dans les écoles secondaires. En même temps, ça nous permet d'identifier certains éléments qui sont communs, qui peuvent peut-être nous aider à comprendre. Si on arrive à comprendre pourquoi les enfants ont un profil de résilience, ça peut nous donner définitivement des pistes à savoir qu'est-ce qu'on devrait intégrer dans des programmes d'intervention, des programmes de prévention. Puis, il y a certains des facteurs qui sont au plan individuel qui vont comme être liés à la résilience, mais aussi certains facteurs qui sont associés davantage à la famille ou même à l'extérieur de la famille. En termes d'implication, c'est sûr que ce que ça nous dit, c'est que lorsqu'on rencontre des enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles ou des adolescents, ce n'est pas suffisant d'aller juste mesurer ou d'aller juste évaluer les symptômes. Il faut vraiment les vérifier aussi, essayer de mesurer tous les facteurs de protection possibles qui sont en place. Il faut non seulement juste considérer des situations d'agression sexuelle, qu'est-ce qui s'est passé en termes de durée et d'identité de l'agresseur, il faut vraiment les vérifier aussi si le jeune vit d'autres formes de trauma, parce que c'est un élément qui va comme qualifier un peu le parcours de développement des enfants. Ça nous donne aussi une idée que pour le traitement, si on veut offrir un traitement qui peut répondre aux besoins de tous les jeunes, il faut avoir une approche davantage personnalisée. Si on regarde le premier graphique avec les enfants, peut-être que des enfants, par exemple, qu'on voit à Marie-Vincent, on a une thérapie qui est efficace pour les enfants, puis peut-être que dans le fond, pour certains enfants, cette thérapie-là pourrait rajouter un module pour les enfants qui ont davantage un profil de trauma complexe. Puis en même temps, pour les enfants résilients, il semble avoir une amélioration même avec cette thérapie-là. Mais dans le fond, peut-être que cette thérapie-là peut être comme servir aussi de rappel pour consolider les facteurs de protection. Alors bref, même si on pense qu'un enfant est résilient, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas besoin d'intervention. Il peut avoir besoin d'une évaluation quand même pour être sûr que les facteurs de protection sont en place et sont maintenus à travers le temps. Au niveau pour la recherche, c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse. Ça fait juste 20 ans qu'on le dit, mais je disais c'est important d'avoir des études, des recherches, mais surtout d'avoir un suivi longitudinal, parce que ça nous amène un autre portrait. Ça nous amène aussi un portrait qu'on peut savoir comment les enfants évoluent à travers le temps, puis peut-être identifier des variables qui vont prédire. Il y a peut-être des variables qu'on identifie qui ne prédisent pas comment l'enfant va s'adapter à court terme, mais qui pourraient nous permettre de prédire comment l'enfant va s'adapter à long terme. Mais pour ça, ça nous prend des études longitudinales pour pouvoir le faire.
Naturellement, ben, c'est de comprendre tous les mécanismes, pourquoi des enfants s'en tirent mieux que d'autres. C'est une priorité au niveau des projets de recherche. Et aussi, bien, je pense que ça va être important d'évaluer l'efficacité de tous les services thérapeutiques qu'on met en place, mais peut-être aussi en essayant de les combiner, de combiner cette analyse-là avec les profils qui sont identifiés. Fait que peut-être que leur établissement pourrait suivre une progression différente selon les profils, puis que d'étudier ça nous permettrait de encore plus optimiser les services qui sont offerts. Alors voilà, merci. Donc, la suite de ce symposium, je vais vous parler dans les interactions entre l'agression sexuelle à l'enfance, la déficience intellectuelle et la santé physique et mentale. Vous voyez ici toutes les photos des co-auteurs de la présentation aujourd'hui, Jacinthe et en tout cas Geneviève qui est là, j'ai vu Jacinthe tantôt, et Edmine qui donc ont collaboré à l'étude. En fait, moi je ne me considère pas la spécialiste du tout de la déficience intellectuelle, c'est vraiment dans ma tête plus Jacinthe et Geneviève. Vous allez comprendre tantôt pourquoi c'est moi qui présente aujourd'hui, puis on s'est retrouvés à travailler ensemble sur cette thématique. Donc, pour commencer, peut-être ça, je vais la sauter. Là, la prévalence d'agression sexuelle, vous en entendez parler depuis ce matin et je suis pas mal certaine que tout le monde la connaît, mais donc, prévalence assez élevée chez les garçons, chez les filles. Ce que vous connaissez peut-être moins, c'est la prévalence de la déficience intellectuelle dans la population générale. Une définition ici d'une incapacité caractérisée par des limitations significatives du fonctionnement intellectuel, du comportement adaptatif notamment, pour ceux et celles qui connaissent les mesures de quotient intellectuel, qui ont une moyenne de 100 dans la population générale, un QI de 70 et moins serait associé à une déficience intellectuelle. Mais aussi, il faut qu'il y ait des déficits au niveau des comportements adaptatifs, comme la définition le dit. Et donc, la prévalence dans la population générale, mondiale, est de 1 %. Donc, vraiment une problématique à très faible occurrence. Donc, en plus, l'agression sexuelle, il y en a beaucoup, mais quand même, on a du mal dans nos études à rencontrer les enfants qui ont été victimes d'abus sexuels pour enquêter, disons, sur les problématiques liées à la violence sexuelle, parce que malgré tout, ils ne sont pas souvent déclarés connus avant l'âge de 18 ans, des fois même parfois avant longtemps. Donc, c'est des populations quand même qui sont difficiles à mettre ensemble. Si je vous donne quelques infos déjà sur les études, qu'est-ce qu'on connaît quand même sur l'agression sexuelle et la déficience intellectuelle? Les études nous ont démontré jusqu'à date qu'il semble avoir un risque plus élevé de vivre de la violence sexuelle quand on est un enfant qui présente une déficience intellectuelle. Et que parmi tous les types de handicap, comme le handicap physique par exemple, ou d'autres types de handicap, la déficience intellectuelle serait le type de handicap le plus fortement associé à l'abus sexuel en enfance. Les jeunes qui présentent une déficience intellectuelle aussi sont plus à risque de présenter des problèmes de santé physique et mentale au cours de leur vie, ce qui fait en sorte, quand on met ces deux choses-là ensemble, que ça rend difficile de savoir, dans le fond, est-ce que les difficultés qu'on observe chez les enfants qui ont une déficience intellectuelle, qui ont vécu de l'abus sexuel en enfance, sont dues, en fait, de manière générale, on a de la misère à savoir ça, parce qu'on ne peut pas faire d'études expérimentales sur l'abus sexuel en enfance. Donc, on suppose, notre hypothèse, que c'est l'abus sexuel qui a causé ces difficultés, mais comme les enfants qui ont une déficience intellectuelle en ont aussi plus que les jeunes de la population générale, on a du mal à savoir dont ils en présentent plus que leurs pères qui n'ont pas de déficience intellectuelle, mais qui ont aussi vécu un abus sexuel. Les conséquences, de manière générale, qui sont observées vont être semblables à ce qu'on trouve chez les jeunes qui ont un développement plus typique. Donc, on voit des états de stress post-traumatique, faible estime de soi, problèmes de comportement, etc., des diagnostics multiples aussi. Et une étude nous indique, et c'est l'étude justement une des meilleures études, on pourrait dire, qui a été conduite à date de la part de Geneviève Paquette et Jacinthe Dion, qui portait sur les données, qui utilisait les données de l'étude d'incidence québécoise, donc qui répertorie les signalements jugés fondés sur une période de 3 mois, plusieurs fois, ça fait 3 ou 4 fois là, déjà qu'elle a lieu cette étude-là. Et il constatait, quand il comparait des jeunes victimes d'agressions sexuelles qui avaient une déficience intellectuelle versus ceux qui n'en avaient pas, que ceux qui avaient une déficience semblaient avoir plus de facteurs associés adverses comme
des problèmes physiques, des déficiences physiques, des comportements autodestructeurs, des fugues multiples, etc. Donc, mais là, on ne sait pas, comme on ne savait pas ce qui était déjà présent avant, par exemple, et qu'on n'a pas de comparaison de la population générale, on ne sait pas si réellement c'est l'abus sexuel qui cause ces difficultés-là. Donc, est-ce que l'abus sexuel a des effets davantage importants pour les jeunes qui ont des déficiences intellectuelles? Donc, une série de limites des études qui portent sur la déficience intellectuelle et l'abus sexuel. Elles sont très peu nombreuses, hein, donc ça fait quand même pas si longtemps qu'on étudie l'abus sexuel, une trentaine d'années de manière plus sérieuse. Les études sont surtout transversales ou rétrospectives, donc on évalue toutes les mesures à un même moment où on demande aux enfants de se rappeler, par exemple. Surtout auprès d'adultes, de filles et de femmes, les échantillons sont souvent de convenance ou des populations à risque. Il y a donc peu souvent aussi dans les études de groupes de comparaison d'enfants qui ont un abus sexuel mais sans déficience intellectuelle. Donc, on a encore peu de données là-dessus. Et peu aussi de groupes de comparaison de la population générale, disons, qui n'a pas vécu d'abus sexuel. Une seule étude auprès des jeunes en protection de la jeunesse, qui est celle de mes collègues et co-auteurs de la présentation. Et donc, pas encore, qui s'intéresse à la fois au risque d'abus sexuels, de problèmes de santé physique et mentale chez les jeunes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, le premier objectif de l'étude, c'était de déterminer la prévalence de la déficience intellectuelle dans la population générale ici. C'est comme le prémisse de base. Dans la population générale et la population de jeunes victimes d'abus sexuels. Déterminer le risque qu'un jeune qui a une déficience intellectuelle soit signalé en protection de la jeunesse pour un abus sexuel, donc il y a une présence d'abus sexuels. Et le troisième objectif était de voir, si je le reformule dans mes mots, est-ce que l'abus sexuel a un effet plus néfaste chez les jeunes qui présentent une déficience intellectuelle versus ceux qui n'en présentent pas. Donc, est-ce que le lien entre l'abus sexuel et la santé physique et mentale varie selon la présence d'une déficience intellectuelle? Ça va jusqu'à présent? Quelques hypothèses. On peut en faire deux hypothèses plus spécifiques. On suppose qu'il y aura plus de jeunes qui présentent une DI dans la population de jeunes agressés en comparaison à la population générale. Les jeunes qui présentent une déficience intellectuelle auront, on suppose, plus de problèmes de santé mentale et physique après un signalement, parce qu'on sait que de manière générale, ils en présentent plus que ceux qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Puis là, on ne sait pas. Cette troisième question, c'est est-ce que l'abus sexuel aura un effet plus néfaste ou moins néfaste ou similaire pour les jeunes qui ont une déficience intellectuelle ou pas, donc un effet modérateur, dans le fond, de la déficience intellectuelle. On y reviendra tout tantôt. Je vais prendre quand même un peu de temps pour expliquer, pour ceux et celles qui n'ont jamais vu. Ça fait plusieurs fois que je présente cette étude-là, mais quand même, il y a sûrement des gens qui ne l'ont jamais vue. Elle est un peu complexe, moi, je trouve. Ce qu'on a fait, et c'est pour ça qu'on travaille ensemble, dans le fond, parce que je suis allée chercher 880, ou tous les signalements jugés fondants d'abus sexuels dans un centre jeunesse au Québec. Sur une période de 10 ans, en 2001 et 2010, il y en avait 955. Ce qui nous permet, quand on a plus de participants comme ça, vu qu'il y a très peu de jeunes qui ont une déficience intellectuelle, c'est d'en avoir un petit peu plus, puis donc un groupe assez gros de jeunes qui ont vécu un abus sexuel. Parmi ces 955 jeunes-là, on a cherché à jumeler. Donc, le centre jeunesse a le nom, la date de naissance, l'adresse, etc. des jeunes et envoie ça à la Régie de l'assurance maladie du Québec, qui est notre assureur public de santé à tous. Eux retrouvent dans leur registre le jeune qui a un signalement jugé fondé à la protection de la jeunesse pour un abus sexuel. Donc, l'abus sexuel a été jugé fondé par le directeur de la protection de la jeunesse. Donc, on sait qu'il y a véritablement eu un abus. Il n'y a pas de billet de rappel, etc. Et donc, il y a 73 jeunes sur les 955 qu'on n'a pas retrouvés, mais donc 92 % quand même de l'échantillon initial, pour lesquels on peut avoir toutes sortes de données de santé entre 1996 et 2013, donc à presque autour de 17 ans là, de données de santé qu'on peut documenter. Et ensuite, la Régie de l'assurance maladie du Québec nous crée un groupe de comparaison de jeunes de la population générale. Pour chaque jeune agressé sexuellement, on a un autre jeune qui est né la même année, le même mois, qui a le même sexe à la naissance, qui vit sur le même territoire de centre jeunesse au moment où le premier signalement d'abus sexuel du jeune agressé a été fait et jugé fondé, donc dans le même territoire, et aussi avait la même admissibilité au régime québécois d'assurance médicaments, qui est un proxy socio-économique. Donc, ceux qui sont assurés au régime québécois, c'est qu'ils n'ont pas d'assurance privée, et donc ça nous donne un
proxy là, pour le niveau socio-économique, mais on a quand même aussi ajouté d'autres indicateurs. On a donc le niveau de défavorisation matérielle et sociale de l'endroit où le jeune habite au moment où les faits sont signalés, puis au même moment pour le jeune à qui il est jumelé, qui provient de la population générale. Donc, la population générale, bien entendu, ce n'est pas un groupe de jeunes qui n'a pas d'abus sexuels parce qu'on ne leur a pas posé la question, on ne le sait pas, donc fort probablement qu'il y en a. Mais ils n'ont pas été signalés au centre jeunesse participant sur la période de 10 ans qu'on a. En fait, s'il y a eu un signalement, il n'a pas été jugé fondé, mais il pourrait avoir été signalé dans d'autres centres jeunesse ailleurs au Québec ou ça aurait été jugé fondé s'il habitait ailleurs à un autre moment durant la période de l'étude. Donc, vous voyez bien que c'est limité, mais quand même, l'effet que ça a, c'est que ça rend les groupes un petit peu plus similaires. Donc, on sait que dans la population générale, il y a des jeunes agressés et donc, ça va sous-estimer les différences entre les deux groupes. Donc, si on trouve des différences, on peut supposer, à cause de cette espèce de biais méthodologique-là, qu'elles seraient plus grandes dans la réalité si, dans le groupe de la population générale, il n'y avait aucun abus sexuel. Ça a-tu du sens? On a aussi, vous voyez dans le coin, là, 75% de filles de l'échantillon, à la fois donc de la population agressée et de la population générale, ce qui est représentatif des signalements fondés à la protection de la jeunesse en général. Il y a en général toujours 3 fois plus de filles que de garçons qui ont des signalements fondés. Donc, c'est représentatif de ce qu'on se trouve en général. Et l'indicateur qu'on va utiliser, c'est la fréquence. Combien de fois les jeunes vont consulter leur médecin ou être hospitalisés après le signalement pour un problème de santé physique, donc toute la santé physique ensemble, ou pour un problème de santé mentale, tous les problèmes de santé mentale ensemble, hormis la déficience intellectuelle qui, dans nos classifications diagnostiques, là, est considérée comme un trouble mental. Donc, on a enlevé évidemment la déficience intellectuelle de cette catégorie-là de problèmes de santé mentale. Et on a aussi, puis je vous le dirai tout à l'heure, des indicateurs pris. Donc, on sait combien de fois ils consultent leur médecin pour santé mentale et physique avant ou sont hospitalisés, puis avant aussi le signalement, et on pourra contrôler. Pour ça, c'est un des contrôles statistiques qu'on n'avait pas dans les études antérieures, c'est-à-dire que là, on peut savoir, en contrôlant ils ont déjà des problèmes de santé physique et mentale plus grands avant, est-ce qu'après, ça continue encore, est-ce qu'ils continuent de se distinguer ou pas? Peut-être que ça ne vaut pas la peine d'aller en détail, mais vous voyez juste les vagues de recrutement, disons, là, chaque année de 2001 à 2010, le nombre de participants qui ont des signalements. Ça, c'est juste les jeunes abusés sexuellement qui sont signalés à chaque fois, le nombre de garçons, de filles, la moyenne d'âge, au moment donc d'entrer dans l'étude, au moment du signalement jugé fondé, puis à la fin de l'étude. Peut-être si vous regardez la dernière ligne en bas, vous avez la moyenne. Donc, en moyenne, les enfants abusés sexuellement sont signalés à 11 ans. Vers l'âge de 11 ans. Mais ça varie de 2 ans à 18 ans. Puis à la fin de l'étude, donc, ils ont presque 19 ans, 18,7 ans. Et ça varie entre 6 et 29 ans à la fin de l'étude. Et donc, l'autre chose qui est importante à savoir, c'est que plus les enfants entrent tôt dans l'étude, plus ils sont vieux à la fin de l'étude, parce qu'ils entrent en 2001, ils ont beaucoup d'années pour lesquelles on a des données de santé qu'on peut les suivre, donc 13 ans, versus s'ils entrent en 2010 dans l'étude, on a juste 3 ans de données qu'on peut les suivre, mais on a le même nombre d'années de suivi pour le groupe agressé et le groupe de la population générale, parce qu'ils sont pairés selon l'âge, et donc on les suit là, un même temps. Mais ça varie quand même à l'intérieur du groupe. Quelques informations maintenant sur l'ensemble des participants. Il y en a donc 1764 en tout. Si on les met tous ensemble, là, vous voyez les deux petits personnages en orange. On a 2% de diagnostic de déficience intellectuelle dans l'ensemble des jeunes, donc 1% de plus que ce qu'on trouve en général. Puis là, je vais vous faire la distinction entre les deux groupes tout à l'heure. Vous voyez vraiment pas super intéressant à voir ces graphiques-là, mais je voulais juste que ce soit plus imagé qu'avoir juste des chiffres. Là, mais vous voyez la distribution de la défavorisation matérielle et sociale et on trouve quand même une bonne distribution. Puis en moyenne, là, la moyenne est comme proche du milieu. C'est une échelle en centiles, puis la moyenne est autour de 45 et 50 pour les deux types de défavorisation. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en moyenne, encore là, tous les enfants pris ensemble ont autour de 10 consultations liées à des diagnostics de santé mentale après le signalement, donc les 3 à 13 ans qui suivent le signalement, et 21,5 consultations pour des problèmes de santé physique dans les 3 à 13 ans là, qui suivent le signalement. Et c'est ça qu'on va regarder, dans le fond, est-ce qu'il y a des distinctions selon les groupes. Donc, encore des données descriptives. Là, j'ai séparé, dans le fond, dans la première pointe de tarte,
En bleu, c'est les jeunes de la population générale. Donc, il y a 1%, 7 jeunes dans notre échantillon de population générale qui avaient un diagnostic de déficience intellectuelle et là, dont on retrouve les chiffres auxquels on s'attend dans la population mondiale, c'est 1%. Donc, on pourrait dire que notre échantillon de population générale y est représentatif en termes de diagnostic de déficience intellectuelle de ce qu'on retrouve dans le monde en général. Alors que dans la partie orange, il y en a 24 jeunes, donc 3%. Qui ont au moins un diagnostic de déficience intellectuelle parmi le groupe de jeunes qui ont une agression sexuelle. L'autre graphique, c'était pour voir selon les garçons et les filles, parce que les garçons ont plus fréquemment des diagnostics de déficience intellectuelle. Dans notre échantillon, on aurait dit que, donc en bleu, c'est les garçons, il y en a 12, mais comme les garçons sont moins nombreux, ça représente un plus grand pourcentage des garçons, c'est 3%. En fait, là, j'ai arrondi à l'unité, mais c'est 2,7, si je ne me trompe pas, puis les filles, c'était 1,4. Donc, dans les faits, au niveau statistique, ce n'est pas différent. Mais quand même, ça va un petit peu ça tend à aller vers nous dire qu'il y a encore, comme on retrouve dans d'autres études, un petit peu plus de garçons qui ont une déficience intellectuelle, mais les analyses, le 0,07, ce n'est pas significatif. Donc, c'est similaire. Si vous avez suivi attentivement, ou en tout cas si vous connaissez bien les stats, vous voyez tout de suite qu'on ne peut pas se poser la troisième question qu'on se posait parce qu'il y a seulement 7 jeunes dans le groupe de population générale qui ont un diagnostic de déficience intellectuelle. C'est trop peu pour commencer à essayer de les séparer puis voir est-ce qu'eux se distinguent des autres en termes des problèmes de santé physique et mentale. Et donc, on ne pourra pas croiser, malgré le fait qu'on a presque 2000 participants, on ne peut pas... Je suis désolée, ça n'arrête pas de tomber. On ne pourra pas croiser la déficience intellectuelle avec l'abus sexuel pour voir si l'abus a un effet plus néfaste chez les jeunes, mais quand même, on va essayer de répondre indirectement à cette question-là, quand même. Donc, premier objectif. La question, je vous la rappelle, est-ce que les jeunes qui ont une déficience intellectuelle seront plus nombreux parmi le groupe de jeunes agressés? Là, vous voyez déjà, il y avait 1% versus 3%. Là, c'était significatif, cette différence-là, mais ce qu'on a ajouté à ça, c'est d'entrer dans l'analyse, en plus, la défavorisation matérielle et sociale. Là, on contrôle pour le genre, parce qu'ils sont appariés dans l'étude, dans les jeunes de la population générale et à ceux agressés sexuellement, ils ont le même genre, le même âge, le même niveau socio-économique au moment du signalement, ou en tout cas la même admissibilité au moment du signalement, vivent au même endroit, etc. Et là, on ajoute la défavorisation matérielle et sociale dans cette analyse-là. Et donc, tout en contrôlant pour tous ces facteurs-là, qui auraient pu expliquer aussi que certains sont plus fréquemment victimes d'abus sexuels, parce que la défavorisation matérielle et sociale, vous voyez que ça prédit quand même l'appartenance au groupe de jeunes agressés. On voit que les jeunes qui ont une déficience intellectuelle, dans la ligne orange, sont presque 3,5 fois plus à risque d'avoir un signalement jugé fondé d'abus sexuels. Ça a du sens pour ce résultat. Le risque dans ce cas-ci, puis là encore, je pense que je ne vous ai pas dit, je vous l'ai dit ce matin, c'est comme une présentation de données préliminaires. On commence à analyser les données, il y en a beaucoup, puis il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. On a fait un petit test, est-ce qu'il y a une interaction entre la déficience intellectuelle et le genre, puis il ne semble pas y avoir de différence. Donc le risque d'avoir un abus sexuel signalé, jugé fondé pour les jeunes qui ont une déficience intellectuelle est le même pour les garçons et les filles. Donc, la déficience intellectuelle est un facteur de risque similaire pour les garçons et les filles en termes de les placer davantage à risque d'être abusés ou en tout cas d'avoir ici un signalement d'abus sexuel jugé fondé. Mais il faudra pousser, je trouve, ces analyses-là un petit peu plus loin, là, quand même. Donc ici, ça sort vraiment différemment de quand moi je le fais sur mon ordinateur. Là. Normalement, les deux titres ne devaient pas se chevaucher. C'est parce que je suis en Mac. Ben oui, je suis désolée. Mais donc, le deuxième objectif qu'on poursuivait, c'était de voir est-ce qu'il y avait plus de problèmes de santé mentale et physique après le signalement. Donc ici, vous voyez les jeunes qui ont une déficience intellectuelle, là, c'est peu importe l'abus sexuel. Donc les jeunes qui ont une déficience intellectuelle, en moyenne, après le signalement ou après la même date pour ceux qui n'ont pas de signalement, ont 16 consultations en santé mentale là, entre 3 et 13 ans après le signalement, alors que ceux qui n'ont pas de déficience intellectuelle, presque 7. Hein. Donc, on est vraiment plus que le double. Donc, ça va avec ce qu'on a déjà vu par ailleurs. Mais ici, cette petite comparaison de moyenne-là tient compte aussi du fait qu'on a dans l'analyse
l'abus sexuel. Donc, en tenant compte de l'abus sexuel, en tenant compte de la défavorisation matérielle et sociale et de toutes les consultations en santé mentale que les jeunes ont eues, consultations, hospitalisation avant le signalement. Donc, en tenant compte de ça, il reste toujours un risque plus élevé, 2,3 fois plus de risque de... En tout cas, pas de risque, mais ils ont 2,3 fois plus de nombreuses consultations en santé mentale suite au signalement, tout en contrôlant pour le fait qu'ils avaient déjà avant ça plus de consultations en santé mentale aussi et de défavorisation matérielle et sociale. Et on observe la même chose donc, pour les problèmes de santé physique générale. Donc ici, beaucoup plus de consultations en santé physique, ce qui est normal pour tout le monde, mais donc presque 30 post-signalement pour les jeunes qui ont une déficience intellectuelle et un petit peu plus que 15,5 consultations en santé physique pour les jeunes qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Et quand on fait l'analyse en incluant toutes les variables contrôle, on trouve encore une fois, donc on contrôle pour le fait qu'il y a un abus sexuel, on contrôle pour la défavorisation matérielle et sociale, et là j'ai mis santé mentale, c'est une erreur, j'ai copié-collé la présentation, mais on contrôle pour la santé physique avant, donc toutes les consultations en santé physique avant le signalement, et on voit que dans la première ligne, la déficience intellectuelle, le DI, fait augmenter le nombre de consultations, 1,92 fois, donc 92% plus de consultations post-signalement pour des problèmes de santé physique en contrôlant tout ce qui venait avant. 5 minutes, super. Bon, pour une fois que je ne suis pas trop en retard. Donc, les conclusions. Première conclusion, on confirme que le risque des garçons et filles qui présentent une déficience intellectuelle est 3,5 fois, là, dans notre cas, si on arrondit, plus à risque d'avoir un signalement jugé fondé. Il faudrait que je fasse vérifier mes PowerPoint en pas Mac la prochaine fois, avant de présenter. On voit que le risque de consulter de nombreuses fois pour des problèmes de santé physique et mentale augmente de 2 à 2,3 fois suite à l'abus sexuel quand on contrôle pour tous les facteurs de risque qui n'étaient pas contrôlés dans les études antérieures avant, donc la défavorisation matérielle et sociale, puis autres consultations avant. Ça confirme les résultats antérieurs, mais ça nous dit aussi, avec plus de certitude, parce que notre devis, on pourrait dire que notre devis méthodologique est un peu plus solide avec ces facteurs contrôle-là, pour donc certifier que le risque est présent chez ces jeunes. Comme on n'a pas pu faire l'analyse d'interaction entre la déficience intellectuelle et l'abus sexuel pour expliquer la santé, c'est comme une question qui reste en suspens, qui est comme à suivre, parce que si on veut, dans le fond, on a comme un indice que peut-être que les effets sont plus néfastes pour ces jeunes à cause du fait qu'ils présentent encore toujours plus de problèmes de santé mentale et physique après, en contrôlant pour ceux avant. Mais l'analyse de modération n'est pas faite et on a besoin de faire cette analyse-là pour véritablement le vérifier. Et donc, ça nous dit que ça prend des échantillons, soit des échantillons beaucoup plus grands, comme ceux qu'on a fait, donc aller recruter plus d'enfants qui ont un signalement d'abus sexuel qui est jugé fondé, ou une autre approche qui serait de... J'espère que ça va tenir sur toi, Alexandra. Une autre approche serait aussi d'aller comme sélectionner davantage ou recruter davantage de jeunes qui ont déjà une déficience intellectuelle. Par exemple, au Québec, on a les CRDITED, les centres qui offrent des services qui interviennent auprès des jeunes qui ont des déficiences intellectuelles ou des troubles envahissants du développement. Donc, si on allait recruter, ou en tout cas recruter ces jeunes-là, ou s'ils ont des données administratives qu'on peut utiliser, on peut tout simplement aller chercher des infos de santé à propos de ces jeunes-là. Et donc, là, on aura des échantillons suffisamment grands pour pouvoir répondre à ces questions un petit peu plus précises qu'on se pose et que, contrairement aux études avec les jeunes en général là, qui ont vécu de l'abus sexuel, on est vraiment très loin d'arriver à commencer à tracer des profils, comme Martine le fait, par exemple, de différents profils de jeunes en déficience, parce qu'on ne sait même pas encore tout à fait là, est-ce que les conséquences sont similaires. Il y a des similitudes, mais est-ce qu'on les compare à ceux qui n'ont pas de déficience intellectuelle? Est-ce qu'elles sont plus grandes? On n'est même pas encore à se poser, à pouvoir répondre à ce genre de questions-là. Donc, pour terminer, les forces et limites là, de l'étude, c'est un grand échantillon, c'est dans les forces, mais en même temps, c'est un petit échantillon, parce que il n'y a pas encore assez pour aller dans des questions pointues qu'on se pose.
Il y a les garçons et les filles. On n'a pas de données manquantes dans celles qui sont colligées, du moins, à la Régie de l'assurance maladie au ministère de la Santé. On a un suivi sur 10 ans et même jusqu'à 13 pour certains jeunes, des groupes témoins à Paris de la population générale, des mesures sans biais de rappel, etc. Mais quand même, les analyses sont restreintes aux données existantes. Donc, des jeunes peuvent consulter pour des problèmes de santé mentale en dehors du réseau, en privé, avec un psychologue, par exemple, si on n'a pas ces informations-là. Les taux réels donc, sont inconnus, c'est-à-dire qu'on n'a pas la réponse à la question combien de jeunes qui ont une déficience intellectuelle ont été exposés, ont subi de l'abus sexuel. Le devis ne se prête pas du tout à répondre à ce genre de questions, et parce que la moitié, c'est moitié de l'échantillon a un abus sexuel, et il y a seulement les agressions sexuelles qui ont été signalées, jugées fondées, donc on sait bien que ça représente encore là, la pointe de l'iceberg en termes du nombre de jeunes abusés. Et le taux d'abus sexuel inconnu parmi la population générale, que je vous ai déjà dit. À suivre, on peut faire avec ces données-là, mettre ensemble d'autres types de handicaps qu'on a déjà dans la banque de données, donc pour avoir peut-être un échantillon plus grand. Par exemple, les enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme envahissant du développement pourraient être, donc tout autre type de handicap pourrait être mis pour aller un peu plus loin, pour peut-être croiser justement les données handicap et abus sexuels. Et peut-être, je vous passe trop de détails parce qu'il reste juste une minute, mais donc ce que je disais, les études auprès des jeunes, notamment qui sont déjà identifiés comme ayant une déficience intellectuelle, pour augmenter la taille de l'échantillon, mais aussi pour aller voir auprès d'eux quels seraient les besoins qu'ils ont plus spécifiquement. Là, ça va venir un peu plus loin, là, les besoins de service, les besoins d'intervention plus spécifiques. Voilà, je termine là-dessus. Merci. Donc, bonjour. Donc, je viens vous présenter sur une partie de l'expérience des victimes qui est peut-être moins abordée, vous avez peut-être moins entendu parler, donc celle des cauchemars, en fait, qui est quand même quelque chose de très prévalent chez les victimes d'agressions sexuelles ou de traumatisme en général, tout particulièrement chez celles qui vont souffrir d'un trouble de stress post-traumatique. On parle de comme presque 90% des victimes qui vont en souffrir dans la période aiguë, là, suivant le traumatisme. Donc, je vais commencer, si on veut, par vous présenter un peu une revue des définitions de ce que c'est le cauchemar, puis les types de cauchemars. Je vais vous parler aussi des données liées au contenu puis à la fréquence des cauchemars chez les victimes de trauma et des victimes d'agressions sexuelles à l'enfance. Et finalement, je vais faire un volet aussi sur... en premier, en fait, je vais faire un volet sur les données que moi, j'ai recueillies à Marie-Vincent, puis aussi d'autres projets qui ont été faits au CRIPCAS. Et je vais terminer avec un petit volet sur les traitements. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en clinique, que ce soit un adulte ou... Mais là, je vais plus me concentrer sur les enfants, là, mais quelqu'un qui présente une problématique de cauchemar. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, est-ce que c'est... Là, il y a comme un concept qui englobe à la fois les cauchemars et les mauvais rêves. On appelle ça les rêves dysphoriques. En fait, c'est une expérience onirique qui est associée à des émotions négatives qui sont intenses, telles que la peur, la colère ou l'anxiété. Puis, comment on va distinguer généralement le cauchemar du mauvais rêve? C'est par l'intensité qui génère un peu l'éveil du rêveur. Donc, dans la littérature, c'est comme ça qu'on va le distinguer. Toutefois, dans beaucoup d'études, on va employer le mot cauchemar, mais sans nécessairement avoir utilisé le critère d'éveil. Donc, ça peut englober aussi les mauvais rêves. Chez les enfants, donc 50% des enfants font des cauchemars de façon intermittente. Puis, il va y avoir un pic de vivre des cauchemars entre l'âge de 6 et 10 ans. Puis, quand on a des enfants qui sont victimes de trauma, la prévalence peut monter jusqu'à 80%, selon les études. Bon, c'est important aussi de distinguer les cauchemars d'une autre parasomnie qui est fréquemment confuse un peu là, avec ça. C'est les terreurs nocturnes, qui sont plutôt des éveils partiels où l'enfant va avoir les yeux ouverts, puis il va avoir un cri perçant, une activation du système nerveux autonome, puis des manifestations comportementales de peur intense. Donc, on a l'impression que l'enfant il est dans un film d'horreur. Là. Ça peut c'est très, très angoissant pour les parents, souvent. Mais c'est différent du cauchemar où l'enfant il peut être facilement consolé, il est rapidement quand même orienté. Puis, il va se souvenir généralement de ce qui s'est passé dans son expérience, tandis que celui qui fait une terreur nocturne va avoir carrément une amnésie rétrograde, se souviendra pas grand-chose, juste une image statique. Puis, il va rester très agité, confus, puis inconsolable.
Puis plus tard, je vais vous parler brièvement un peu de qu'est-ce qui peut être fait par rapport à ça, parce qu'on va traiter ça différemment du cauchemar. Donc, le sommeil en général, ça joue un rôle dans l'adaptation émotionnelle, le traitement des souvenirs émotionnels puis la régulation affective. C'est ce que la littérature tend à démontrer. Il y a plusieurs évidences aussi qui démontrent que le sommeil paradoxal aide le traitement émotionnel et la consolidation de la mémoire émotionnelle. Puis, le rêve, ça a justement majoritairement lieu dans cette phase-là du sommeil. Il y a aussi, qu'on pourrait expliquer un peu pourquoi on fait des cauchemars, il y a une théorie qui a été élaborée qui dit qu'en fond, on utilise ça un peu pour réguler nos émotions. À travers le rêve puis les cauchemars, on va venir comme contextualiser des expériences difficiles qui peuvent être vécues de façon naturelle, normale, le stress quotidien, jusqu'à des expériences plus traumatiques. Puis, les souvenirs, dans le fond, désagréables vont être comme rattachés à l'imagerie du rêve ou à des souvenirs du passé à travers le rêve. Puis, en se faisant ça, ça va favoriser l'extinction de la peur. Donc, par exemple, à des souvenirs passés neutres qui vont être associés à une émotion plus forte actuelle, par exemple un stresseur ou un trauma. Puis, ça va aider à faire bouger un peu les choses. Toutefois, il y a une exception à ça, c'est justement les cauchemars post-traumatiques persistants, où ça va être difficile de faire ça, puis c'est un peu un échec de cette fonction régulatrice-là. Donc, plusieurs études ont observé justement que les rêves des victimes de trauma contiennent souvent des émotions dysphoriques liées au trauma, ce qui suggère une continuité entre l'état émotionnel éveillé lors des événements puis celui qui va être vécu dans le rêve. Les rêves vont servir à réguler les émotions en contextualisant la principale préoccupation émotionnelle ou l'émotion dominante du rêve dans une image qu'on appelle une image centrale. Puis, c'est souvent comme on peut penser, dans la littérature, des fois, l'image qui donnaient les auteurs, c'est celle d'un raz-de-marée ou d'une grande vague, un tsunami. Puis, ça peut contextualiser une émotion comme l'impuissance, par exemple. L'intensité des émotions liées au trauma peut être aussi représentée par la force ou le pouvoir de l'image centrale du rêve. Bon, pour ce qui est en ce qui concerne les facteurs qui vont influencer, si on veut, l'émergence des cauchemars, il y a d'une part les variables qui sont reliées au trauma lui-même, donc à l'événement lui-même. Donc, on en a déjà parlé beaucoup au courant de la journée, mais la sévérité du trauma va varier selon le degré d'exposition, aussi à quel point l'enfant était proche de l'agresseur, toutes sortes de facteurs. Puis ça va aussi avoir un impact sur à quel point l'enfant peut faire des cauchemars. Donc, aussi la quantité de temps qui s'est écoulé depuis, ça va avoir une influence aussi. Donc, habituellement, après la phase aiguë de l'exposition au trauma, les victimes tendent à avoir moins de cauchemars. Donc, ça tend à diminuer en fréquence. Quant à ce qui est des variables reliées à l'individu, qui est plus la détresse affective que l'enfant ou l'individu va vivre par rapport à son trauma puis à ses cauchemars, c'est la réaction physiologique, la détresse et le niveau d'anxiété, les psychopathologies, mais aussi les caractéristiques de sa personnalité. Donc, un enfant plus anxieux versus un enfant plus résilient. Puis voici un peu une illustration donc, dans la littérature, comment on va catégoriser les différents types de rêves. Donc, il y a le rêve un peu plus normal, typique, comme nous, que les gens qui n'ont pas été traumatisés pourraient vivre. Il y a aussi le rêve dysphorique d'une façon typique. Il y a les mauvais rêves qui ne vont pas faire de l'éveil. Puis ensuite, on rentre dans les catégories où on voit les flèches descendantes, donc comment la charge affective graduellement augmente au fil qu'on change de catégorie, mais aussi l'éveil. Donc, à partir des cauchemars, il y a l'éveil qui est suscité par l'intensité du rêve. Puis, plus on monte, plus la détresse aussi affective reliée à ces cauchemars pour l'individu va augmenter. Puis, la sévérité du trauma va aussi avoir une influence entre un cauchemar post-traumatique. Un cauchemar idiopathique, en fait, juste pour le clarifier, c'est des cauchemars qui n'ont pas de cause traumatique ou c'est des cauchemars. Quelqu'un qui fait beaucoup de cauchemars, mais sans cause connue. Le cauchemar post-traumatique, qui soit lié au trauma ou qui soit carrément une réplique du trauma. Donc, voilà. Puis ici, ce qu'on peut voir, c'est ça. Il y a différentes formes de cauchemars post-traumatiques. Les cauchemars réplicatifs, qui vont être une réplique quasi exacte de l'événement traumatique initial. Dans la phase aiguë, pour les gens qui souffrent de TSPT, c'est à peu près 50% des gens qui vont vivre un cauchemar réplicatif au départ. Puis, il y a aussi les cauchemars mixtes, qui peuvent être partiellement similaires au trauma, puis les cauchemars non réplicatifs, qui vont être plus symboliques ou indirects. Puis à travers le temps, c'est ça, le contenu du rêve change progressivement puis se différencie de l'événement réel, c'est ce qu'on observe dans la littérature. Puis ces changements, ça peut aussi améliorer la réaction post-traumatique puis servir d'indicateur de progrès clinique carrément pour la victime de trauma. Bon, pour ce qui est de la fréquence des cauchemars, donc il y a des études qui ont regardé ça puis qui ont remarqué que, bon,
la fréquence déjà augmente, est plus grande, dans le fond, chez les victimes d'ASE, d'agression sexuelle à l'enfance. Et que selon la sévérité du trauma, donc ce que vous voyez, là, les 4 lignes, dans le fond, c'est la première barre, c'est quand il n'y a pas eu d'abus, tandis que les 3 autres, c'est selon si l'abus était sévère, en fonction comme de faible, modéré à très sévère. Puis la barre en trait foncé, c'est un composite des cauchemars et des mauvais rêves, tandis que les 2 autres, c'est cauchemars, mauvais rêves. Donc, en fond, ce qu'on voit, c'est que pour les victimes qu'on a classifié leur abus comme étant sévère, mais ils font à peu près 2 fois plus de cauchemars par mois que celles qui n'en ont pas vécu du tout. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau de la fréquence qui apparaît. Puis ça va également augmenter en fonction de la sévérité. Puis, mais aussi la détresse reliée à l'expérience de cauchemar qui va être plus élevée chez les victimes d'abus durant l'enfance. Puis c'est un facteur aussi qui est un important facteur de maintien et de sévérité des symptômes post-trauma de faire des cauchemars, parce que ça persiste dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui disparaît complètement, bien que, je vais vous montrer, il y a des choses qui vont varier dans l'expérience du cauchemar. Donc, pour les victimes de trauma puis de cauchemars, la fréquence plus élevée des cauchemars n'est pas spécifique aux victimes d'abus durant l'enfance. Il y a d'autres populations qui vont pouvoir avoir de traumas ou même idiopathiques où la fréquence peut être élevée. Puis elle ne permet pas non plus de distinguer entre différents types d'expériences traumatiques. Donc, entre quelqu'un qui a eu une agression sexuelle ou quelqu'un qui a vécu de la négligence émotionnelle ou une agression physique, ça ne va pas permettre de distinguer ça. Puis, bon, comme on sait, le tableau de symptômes présents chez les individus victimes d'abus, c'est assez hétérogène. Puis, c'est pas toujours évident d'aller investiguer le dévoilement chez l'enfant. Il faut dire que ce qui est intéressant avec le cauchemar, c'est que ça peut être une façon indirecte d'explorer l'abus avec l'enfant ou même de questionner la présence d'abus parce que c'est moins confrontant de raconter un cauchemar que de raconter un abus. Puis en plus, comme je vais un peu vous le montrer, ça peut avoir une richesse symbolique particulière, quelque chose d'intéressant, une façon d'aborder ça de façon indirecte par rapport à l'image centrale. Il y a quelque chose à dire de ça, des cauchemars. Donc, voilà, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est les thèmes. Dans le fond, il y a quelques études qui ont regardé, sont pas très récentes, mais les premières études qui avaient regardé le contenu des cauchemars chez les victimes d'abus dans un cadre thérapeutique. C'était des victimes d'abus sexuels. C'était vraiment une population clinique, mais il n'y avait pas de groupe contrôle. C'était vraiment qu'est-ce que les thérapeutes ont remarqué. Puis, ce qui est ressorti, c'était les thèmes de violence explicite ou sadique envers le corps. Il y avait également du contenu sexuel généralement négatif, une présence malveillante comme d'un monstre. De la guerre, des catastrophes naturelles aussi, c'était fréquent. Et on notait aussi la présence du nombre, des serpents ou des vers. Puis la peur d'un démon, la terreur ou le désespoir aussi, ça pouvait être présent. Donc voilà pour ce qui a été fait en premier. Par la suite, il y a un projet d'étude qui est beaucoup plus gros puis beaucoup plus, qui a été très marquant dans l'étude des cauchemars chez les victimes. C'est le projet de l'équipe de Beliki et Cody. En 1996, ils ont étudié une population d'étudiantes universitaires. Ils ont récolté 163 récits de cauchemars chez elles, puis ils ont classifié entre pas d'abus, abus sexuels, abus physiques ou groupe contrôle. Donc, il y avait un groupe contrôle dans celle-là. Puis, ce qu'ils ont remarqué, c'est que chez les victimes d'abus sexuels, ce qui ressortait avec des analyses statistiques, c'était une plus grande présence de violences explicites, telles que se faire tirer par une arme à feu, du sang ou un démembrement. Il y avait plus de références à l'anatomie, le fait de fuir un danger, de l'activité sexuelle négative, puis des émotions négatives reliées à cette activité-là. Les hommes étrangers, une présence diabolique, donc il y avait beaucoup de choses, mais les serpents et les vers de terre aussi, c'est quelque chose qui revenait un peu comme dans les études plus qualitatives d'avant. Puis aussi, on regardait l'agression physique. Ce qui ressortait par rapport aux 2 autres groupes, c'était la mort du rêveur. Puis pour l'agression sexuelle et les groupes contrôle, de différents par rapport au groupe d'agression physique, c'était la mort de d'autres personnages qui ressortaient. Pas particulièrement d'hypothèses par rapport à ça, mais c'était un fait intéressant parce que ça n'avait jamais été relevé. Ce qu'ils ont fait ensuite, qui était vraiment intéressant, c'est qu'ils ont essayé de voir est-ce qu'on peut distinguer ça d'abord au plan statistique, donc en sachant, en connaissant les thèmes qui sont plus fréquents, est-ce qu'on est capable de distinguer les récits. Puis il arrivait en fait avec une discrimination statistique à 79%, il arrivait à discriminer dans quel groupe appartenait le récit.
Puis même ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est avec une autre étude qui a pris, je ne me souviens pas, 75 étudiantes qui ont réparti dans 3 groupes. Donc, un qui n'avait pas d'informations par rapport au lien entre cauchemar et trauma ou quoi que ce soit par rapport au contenu. Un groupe qui en donnait un petit peu, puis un groupe qui n'en donnait pas du tout. Puis, ils leur ont donné 14 récits de victimes d'agressions sexuelles tirés de cette étude-là, puis 14 récits d'un groupe contrôle. Puis, ils leur ont dit essayer de déterminer, même pour celles qui ne savaient pas, si la personne avait vécu une agression sexuelle ou pas. Puis quand même, à 70 %, il arrivait, donc plus que ce qu'on obtiendrait avec la chance, arrivait à discriminer. Puis ça, c'était peu importe s'ils avaient eu des informations ou non sur la littérature. Donc quand même intéressant qu'il y a quelque chose qui a été fait comme ça, qui montrait que ça peut être intéressant, le contenu onirique aussi. Donc voilà, puis par la suite, c'est sûr que ce qui arrive, c'est que c'est des études rétrospectives qui ont regardé des victimes d'abus sexuels à l'enfance, mais maintenant adultes. Maintenant, pour ce qui est des études sur les enfants, il y en a vraiment très peu. Donc, les seuls qui ont été faits, c'est une étude de 1987 qui regardait 22 thérapeutes qui leur demandaient si eux, dans le fond, les victimes qu'ils avaient vues, c'était des jeunes garçons. Puis, ils leur demandaient, qu'est-ce qu'eux, ils avaient remarqué comme plus prédominant. Puis, il y a une autre étude qui a regardé 13 récits d'adolescentes entre 13 et 20 ans, donc tout le premier bloc. Donc, c'était pas avec groupe contrôle. Puis, ce qui ressortait, c'était une prédominance d'attaques et de poursuites résultant souvent à la mort d'un proche du rêveur. Punition, isolement, appréhension, impuissance, terreur, c'est des thèmes qui revenaient. Que le cauchemar exprimait souvent la peur d'être contrôlé par une entité plus puissante qu'eux. Puis, dans le cas où il y avait un antagoniste, ça c'était pour l'étude des adolescentes, là, c'était plus souvent l'agresseur qui était l'antagoniste, donc plus fréquent. Puis, juste encore chez les enfants, d'autres études qui ont regardé ça de façon plus proche du trauma ont remarqué, donc dans une étude qui regardait des enfants, je pense que c'est 23 enfants qui avaient été enlevés, donc en même temps, ils ont tous vécu le même enlèvement. Ça s'est bien terminé finalement, mais il y a un thérapeute qui a suivi ces enfants-là par la suite, puis qui a remarqué qu'il y avait vraiment une évolution de l'incorporation de détaillage symbolique de l'événement, parce qu'ils avaient tous vécu le même, avec le temps. Puis que ça, c'était quelque chose d'intéressant à noter. Puis une autre étude qui a vraiment eu avec un groupe contrôle, comparé 2 groupes d'enfants, un qui vivait dans la bande de Gaza dans un contexte de guerre, puis un groupe contrôle qui était pas, qui ne voyait pas autant ça. Qu'il ressortait dans le fond le thème de mort, destruction, émotions négatives, incluant l'anxiété, la colère, l'hostilité, plus d'agressions, de persécutions, d'attaques physiques directes, puis de vivre des événements menaçants dans le cauchemar. Donc, voilà pour ce qui a été fait jusqu'à présent. Ensuite, ce que ça montre, en fait, c'est qu'on voit qu'il y a comme une évidence, une évolution du contenu des cauchemars avec le temps. Donc, ça, c'est intéressant. Les études rétrospectives aussi montrent des indices qu'on pourrait distinguer avec le contenu thématique certains types d'abus. Toutefois, c'est sûr que c'est des divisions de groupes qui ne sont pas représentatives nécessairement de la réalité parce que, il y a beaucoup de contextes de polyvictimisation. Ça ne représente pas vraiment ce qu'on trouve toujours sur le terrain où les enfants vont vivre plusieurs expériences d'abus, où ça va être plutôt complexe. Aussi, les biais d'études rétrospectives, c'est que le temps a passé beaucoup, donc se rappeler de son cauchemar, ça a un impact sur les données. Il y a peu d'études sur le contenu des cauchemars d'enfants, point. En fait, j'en ai aucune à vous présenter vraiment. On sait, par exemple, que les enfants vont voir plus de personnages de monstres dans leurs rêves, mais on a peu d'études qui ont étudié juste le contenu chez les enfants, point. Puis pratiquement aucune, justement, sur le cauchemar d'enfants ayant vécu des traumas, surtout des agressions sexuelles, donc des populations cliniques aussi, on a peu d'études. Donc, ce que je vais vous présenter ici, c'est l'étude de Martine Hébert qui ont regardé, dans le fond, c'est tiré de l'enquête sur les parcours amoureux des jeunes. Ils ont regardé justement le contenu des cauchemars un peu. Donc, il y avait un groupe contrôle à parier à 627 adolescentes qui avaient été victimes d'agressions sexuelles. Puis, ils ont noté que les victimes d'agressions sexuelles rapportaient plus souvent un cauchemar impliquant des interactions sexuelles, surtout non souhaitées dans la plupart des cas. Puis que ce taux-là était plus important lorsque la S était intrafamiliale, ce qui est comme un marqueur qui peut être un marqueur de la sévérité. Donc 68,7 % contre 55,5 % pour l'extrafamilial. Puis ça, c'est comme encore un autre indice que le contenu semble être de plus en plus sévère selon la sévérité de ce qui a été vécu. Donc, il y a quelque chose avec le contenu. Ensuite, moi, le projet auquel j'ai participé, c'est à Marie-Vincent. Donc, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a fait.
Donc, on a regardé 63, en fait, on a récolté un peu moins qu'une centaine de récits au départ. Puis ensuite, on en a éliminé quelques-uns, soit parce qu'on en voulait juste un par enfant ou parce qu'il était trop court ou trop peu détaillé. Puis on en a pris finalement 63. Puis là-dedans, c'était surtout des filles, effectivement, puis que la moyenne d'âge était autour de 9,7 ans lorsqu'ils étaient vus à Marie-Vincent. Puis il y avait entre 4 et 14 ans. Donc, l'analyse de contenu, dans le fond, qu'on a fait, ça visait à décrire le contenu thématique des cauchemars des enfants qui avaient vécu une agression sexuelle. Donc, les thèmes les plus fréquents, les personnages. On a regardé ça vraiment de façon descriptive, voir qu'est-ce que ça donnait. Puis voir aussi si ça ressemblait à la littérature. Puis éventuellement, ce qui serait souhaitable, ce serait de comparer ça à des cauchemars d'enfants sans trauma ou ayant vécu d'autres traumas. Parce que là, je n'avais pas de groupe contrôle. Je regardais des données existantes. Donc, il y avait des choses sur lesquelles je n'avais pas nécessairement de contrôle. Donc, pour ce qu'on a retrouvé comme thème, mais ça ressemble un petit peu à la littérature, des choses qui reviennent. Les 3 thèmes les plus fréquents qu'on a retrouvés, c'était créatures ou animaux malveillants, qui est comme proche de ce qu'on verrait avec les enfants normalement, mais aussi qu'on a retrouvé dans les études quantitatives et qualitatives. La violence explicite ou l'agression physique aussi revenait beaucoup. Puis l'agression sexuelle comme 3e thème le plus fréquent, là, qui revenait souvent aussi. Les récits, on était quand même contents parce qu'en général, les récits d'enfants sont beaucoup moins riches, beaucoup moins longs. On a quand même réussi à aller chercher une pas pire. C'est très variable. On a entre 5 et 683 mots par récit, mais quand même, il y avait une bonne richesse, plus qu'on se serait attendu. Puis, par rapport aux distinctions entre les différents types d'abus, on n'a pas, avec l'échantillon qu'on avait, pu voir quelque chose de significatif. Toutefois, quelque chose qu'on a retrouvé d'intéressant, c'est le fait que le personnage de l'agresseur, donc, était plus souvent là quand l'agression avait été intrafamiliale que lorsqu'elle était extrafamiliale. Donc, le pourcentage, 42,9 rapportait le personnage de l'agresseur dans le récit pour intrafamilial versus 28,6 pour le extrafamilial. Puis un autre thème, l'appréhension, l'isolement du rêveur aussi, qui revenait également plus souvent pour l'intrafamilial. On peut penser que c'est quand l'agression est intrafamiliale, il y a comme un plus grand isolement de l'enfant par rapport à sa famille. Il y a peut-être quelque chose qui se passe à ce niveau-là, mais que c'était quelque chose d'intéressant à noter. Donc, par rapport à la littérature, mon thème convergent avec la littérature, il y en a plusieurs. Donc, une grande majorité qui reviennent, là, les créatures monstres, même le mort ou danger de mort de proches, le personnage de l'agresseur qui revient aussi. Donc, il y a des choses qui sont vraiment cohérentes. Même les catastrophes naturelles, on en a revu quelques-unes. Puis qui font un peu un miroir avec l'image centrale dont je parlais tantôt avec le Reine-Marie et le tsunami. Les thèmes non retrouvés, les vers, les serpents, on n'a pas vu ça. Pas de référence à l'anatomie non plus, puis pas les démons. Puis les ajouts, on a l'enlèvement et la séquestration, c'est un thème qu'on a retrouvé, nous, qu'on n'a jamais vraiment vu dans la littérature jusqu'à présent. Puis de façon un petit peu plus anecdotique, on a remarqué qu'il y avait une couple de récits, qu'on avait des intrusions à domicile, puis ça n'avait jamais été répertorié non plus. Donc, comme quelque chose c'est ça que ça donne. Puis, je vais vous présenter juste brièvement un exemple de récit de cauchemar, donc à quoi ça pouvait ressembler. Vu que moi, je regardais des enregistrements, c'était vraiment fait verbatim. Donc ça, c'est un pire cauchemar d'une victime de 9 ans qui a vécu une agression sexuelle à 4 et à 7 ans par son oncle, donc de 14 ans. Puis, l'enfant, c'est un verbatim entre l'intervenant qui lui pose des questions sur ses cauchemars, puis elle qui dit que, dans le fond, elle rêvait que sa maison était inondée, puis qu'il y avait une grosse vague qui frappait sa maison, puis que toute la famille était coincée. Puis, donc, le dernier bout du cauchemar, c'est on est coincé dans notre maison pleine d'eau, puis on ne peut pas sortir par la porte parce qu'elle est bouchée. Ça, je trouvais que c'est un rêve qui illustrait bien ce que je voulais dire tantôt par image centrale, l'impuissance, l'espèce de raz-de-marée. C'est un bel exemple de qu'est-ce que ça peut être. Au niveau des traitements maintenant, donc c'est peu étudié chez les enfants. Il y a il y a environ 2 études jusqu'à présent qui ont vraiment étudié ça chez les enfants, mais pourtant le traitement le plus efficace et validé, c'est le même que chez les adultes, mais il a été un peu adapté. C'est la thérapie par répétition de l'imagerie mentale. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. L'enfant, dans le fond, apprend à modifier le contenu de son mauvais rêve comme il le souhaite. Ça, c'est vraiment important. Puis, il le révise mentalement ou par le dessin à certains moments de la journée ou de la semaine. Typiquement, les études qu'il faisait, c'était 7 fois, l'enfant, pendant une semaine, à tous les jours, il faisait réécrire le dessin de son nouveau cauchemar. Puis, les résultats d'études cliniques récentes menées chez les enfants montraient une diminution de la fréquence des cauchemars et de la détresse associée, donc c'est vraiment efficace. Puis, dans le fond, ça consiste à rédiger ou dessiner le cauchemar vécu
ensuite à rédiger le cauchemar dans un deuxième temps en changeant le contenu, un élément désiré qui n'a pas besoin d'être négatif. Par exemple, dans une étude, il y avait un enfant qui vivait un cauchemar où son agresseur faisait une intrusion dans sa chambre. Puis lui, ce qu'il avait décidé de changer dans son rêve, c'était qu'il y avait une télécommande qui pouvait contrôler l'agresseur. Donc, ça peut être vraiment un ajout, c'est libre à l'enfant, puis c'est vraiment important. Donc voilà, par exemple. Puis ensuite, il visualise le nouveau scénario en maintenant un état de détente le plus possible. Puis il va répéter, que ce soit par la lecture ou le dessin, le nouveau récit avant de se coucher. Donc c'est aussi simple que ça, puis c'est assez efficace pour faire diminuer l'intensité, au moins la détresse reliée au cauchemar. Finalement, pour les terreurs nocturnes, il y a un traitement vraiment efficace puis court, puis assez facile à mettre en place. Donc, je le dis si des gens, vous entendez parler d'enfants qui en ont, même si vous êtes parents d'enfants qui en vivez. Donc, c'est la méthode des éveils programmés. C'est le même que pour le somnambulisme. Ça consiste à tenir un journal du moment d'apparition des épisodes pendant environ 3 semaines, puis établir l'heure moyenne des épisodes, donc pour le parent, là, dans le fond. Puis, l'intérêt, c'est de réveiller l'enfant chaque nuit de 15 à 30 minutes avant l'heure moyenne de survenue des épisodes, pendant une période d'environ 1 mois, mais ça peut varier. En fait, dans la plupart des études, ce que je voyais, c'est qu'après 1 semaine, déjà, ça pouvait faire disparaître les épisodes. Puis, il faut s'assurer que l'enfant est bien réveillé pendant environ 5 minutes, puis ensuite le laisser se rendormir. Ce que ça fait, en fait, ce qu'ils pensent, c'est que les terreurs nocturnes, c'est comme un problème au niveau du sommeil lent profond, puis que c'est comme un changement d'état qui se fait mal, puis que juste d'aller interrompre cette anomalie-là en réveillant l'enfant au moment de survenue, ça fait en sorte que ça reprogramme un peu le cerveau, le sommeil, puis que ça passe. Donc, voilà. Puis, pour le mot de la fin, qui est un peu le take-home message que Antonio m'a demandé de vous passer. Donc, c'est sûr qu'il y a un besoin crucial d'études longitudinales, donc afin de tracer un meilleur portrait de l'évolution des cauchemars puis de leur corrélat au cours de la vie. Puis ce que j'aimerais vous faire retenir, en fait, c'est que c'est d'autant plus pertinent chez les victimes d'agressions sexuelles parce que ça a une utilité comme clinique dans le traitement ou de la façon d'aborder le trauma, mais c'est aussi un indice de dépistage supplémentaire ou potentiel. Donc, il y a intérêt à regarder ça, moi. Tout moins, c'est ça que nous, on pense. Puis, que c'est important de s'intéresser justement au contenu et pas seulement à la fréquence. Et finalement, qu'il existe des traitements efficaces pour le traitement des cauchemars, autant chez les enfants que chez les adultes. Donc, voilà, merci.